Bonjour. Donc je suis moi aussi ravie d'être là et ravie d'avoir été invitée à ce congrès qui est particulièrement passionnant. Et je suis étonnée, mais agréablement étonnée de voir à quel point on a tous des profils différents et à quel point nos présentations se répondent les unes les autres et ne s'opposent pas du tout. Donc moi, je suis méthodologiste, je travaille dans l'unité de Bruno Falissard. Et ça fait une dizaine d'années que je me suis spécialisée dans l'évaluation des médecines complémentaires. Donc je suis méthodologiste, je vais vous parler méthode. Et je vais parler EBM parce que l'objectif de ce topo, c'est de convaincre tout le monde qu'on peut faire de l'évidence-based médecine de façon tout à fait rigoureuse et de grande qualité, tout en respectant la philosophie des médecines complémentaires. Il n'y a aucune incompatibilité. Et je vais vous parler beaucoup d'essais cliniques randomisés, même si ce n'est pas la panacée. Parce que, comme l'a dit Bruno ce matin, l'essai clinique randomisé, c'est aujourd'hui le gold standard. C'est la théorie dominante. Et si aujourd'hui on veut convaincre les autorités de santé que les médecines complémentaires peuvent avoir une utilité et qu'on doit les rembourser, la seule façon aujourd'hui de les convaincre, c'est avec un essai clinique randomisé. Je pense que dans 10 ans, ça sera différent. Dans 10 ans, on aura inventé d'autres designs, d'autres méthodes beaucoup plus fines, beaucoup plus intelligentes. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc on va commencer par un petit état des lieux sur evidence-based médecine et médecine complémentaire. Alors, j'ai un petit souci parce que les diapos sont bouffés. Hop, hop, hop. Bon, on va faire ça comme ça. Bon. Donc vous la connaissez toutes, cette fameuse pyramide de l'évidence-based médecine, avec des niveaux de preuve qui vont de très faibles pour les études cas témoins et les études de cohorte, jusqu'à, tout au moins suivant ce modèle, fort pour les essais cliniques randomisés de faible puissance, et encore plus fort pour les essais cliniques randomisés de grande puissance, avec tout au sommet la méta-analyse. Et encore plus au sommet de la méta-analyse Cochrane, dont on a parlé ce matin. Pourquoi c'est le top des méta-analyses ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient c'était des méta-analyses qui sont faites dans les règles de l'art, avec un protocole qui est publié avant, avec justement une confrontation de personnes à l'intérieur de ces méta-analyses, avec des gens qui sont des purs méthodologistes et des thérapistes qui connaissent leur sujet. Et donc ces méta-analyses Cochrane, il y en a eu beaucoup sur les thérapies complémentaires. Elles ont un autre avantage aussi, c'est qu'il y a des sites dans tous les pays. Et notamment, il y a des sites en Chine ou en Inde, ce qui va permettre d'avoir accès à des articles qui sont uniquement publiés en chinois ou uniquement publiés en Inde, ce qui est super intéressant quand on veut étudier la médecine chinoise ou la médecine indienne. Donc voilà, est-ce que les médecines complémentaires sont rentrées dans cette pyramide de niveau de preuve ? Alors, indéniablement oui, puisque si on fait une bête recherche dans PubMed, on trouvait la semaine dernière 13 350 articles indexés comme essais cliniques randomisés et comme médecine complémentaire. 13 350 articles, c'est non négligeable. Ceci étant, quand on dit ça, on ne dit rien, parce que derrière, il y a une situation qui est extrêmement hétérogène. Hétérogénéité qui reflète hétérogénéité entre les différentes pratiques, avec certaines pratiques qui sont plus dans la médecine, intégrative, qui sont intégrées à l'hôpital, qui sont proches des services de recherche, des universitaires, comme, je dirais, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnose, et des médecines qui en sont un milieu. Je ne pense pas que le premier essai clinique sur le décodage biologique ou sur la marolie soit pour demain. À mon avis, il n'y en aura jamais. Parce que là, on se situe dans ce qui est alternatif et on ne se situe plus dans ce qui est complémentaire. Donc une situation très hétérogène. C'est ce que je vous ai représenté aussi ici. Je me suis contentée de vous présenter des thérapies qui sont déjà un petit peu intégrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on a le nombre d'essais cliniques dans PubMed, toujours de façon très grossière, hein, c'est une approximation. Pour l'acupuncture, on en a 3 951, l'hypnose 523, l'aromathérapie 168. Forcément, on retrouve ce même gradient dans les méta-analyses, avec 485 méta-analyses pour l'acupuncture et qu'une dizaine pour l'aromathérapie. Idem pour les Cochrane.
Est-ce que pour autant, on a une bonne évaluation de l'efficacité de ces thérapies? Eh bien malheureusement non, parce qu'il y a beaucoup trop d'essais qui sont de faible qualité. Pourquoi ils sont de faible qualité ces essais? D'une part, il y en a beaucoup où l'intervention ne reflète pas la pratique courante, et ça c'est rédhibitoire. J'ai un exemple qui me vient en tête, une intervention en acupuncture sur le sevrage tabagique, où l'intervention c'était une séance d'acupuncture. Je ne pense pas qu'aucun acupuncteur revendique de pouvoir soigner les addictions au tabac avec une seule et unique séance. Je ne vous surprendrai pas en disant que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu d'effet de l'acupuncture. Cet essai, il a coûté, je pense, très cher, il ne servait strictement à rien. Donc ça, c'est pour moi un essai de mauvaise qualité. Après, il y a des considérations qui sont plus méthodologiques. Il n'y a pas d'enregistrement au préalable du protocole, ce qui pose beaucoup de problèmes, beaucoup de dérives possibles, en tout cas, parce qu'on peut imaginer que s'il n'y a pas d'enregistrement, les organisateurs de l'essai vont tester 20, 30, 40 critères de jugement, et puis à la fin, ils vont choisir ceux pour lesquels ça a marché, et ils ne vous montreront que ceux sur lesquels ça a marché. Et donc ça aussi, potentiellement c'est pas ça, mais potentiellement c'est ça, et on ne peut pas faire le tri. Beaucoup d'essais, ou peut-être que l'essai est bien fait, mais en tout cas l'article est mal fait, et il y a une description très floue, voire inexistante, de leur méthode. Méthode de randomisation, les sorties d'études, on sait combien il y a de patients au début, mais on ne sait pas combien il y a de patients qui ont été analysés, ou des résultats. Avec beaucoup d'essais notamment, où il y a des résultats par groupe, mais il n'y a aucune comparaison statistique intergroupe. Ça nous avance à rien. En tant que méthodologiste, ça nous pose problème. Parce que peut y avoir un effet un peu plus grand dans un bras que dans l'autre, mais que la différence, elle ne soit absolument pas significative. Et ça, si vous n'avez pas de test statistique entre les groupes, vous ne pouvez pas le savoir. Donc des essais avec tellement de critères de jugement qu'on ne maîtrise absolument plus la pertinence de ce qu'on dit. Des tailles d'échantillons non fondées. Alors ça, c'est pas uniquement une lubie de statisticien, la taille d'échantillon. Pourquoi c'est important? Parce que si vous prédisez pas au départ votre taille d'échantillon avec une réflexion sur la taille d'effet que vous attendez, vous risquez deux choses. Vous risquez principalement d'avoir inclus trop peu de patients et manquer de puissance. Donc à la fin, même s'il y a une différence clinique pertinente, vous ne la verrez pas. Statistiquement, ça ne donnera rien. Ça, c'est le biais majeur. Donc, des effectifs faibles ou des suivis à court terme. Si vous travaillez sur la lombalgie chronique et que vous évaluez la douleur de dos une semaine après l'intervention, ce n'est pas un essai très utile. Donc, trop d'essais de faible qualité qu'on ne peut pas interpréter. De la même façon, si les essais ne sont pas de qualité, les méta-analyses, elles ne peuvent pas conclure. Elles ne peuvent pas conclure, soit parce qu'elles n'ont pas d'essais du tout, ça c'est une chose, mais soit même quand il y a beaucoup d'essais, comme celle-ci, je reviens, c'est mon exemple phare, l'acupuncture et le sevrage tabagique, il y avait 38 essais, il y avait plus de 6000 patients inclus dans ces essais, et au final, que dit la Cochrane? Donc même si l'estimation après regroupement des études suggérait de possibles effets à court terme, il n'existe pas de preuves non biaisées qui montrent des bénéfices en termes d'abstinence tabagique à 6 mois, en faveur de l'acupuncture, l'acupressure et la thérapie au laser. On ne peut pas tirer de conclusions fermes à cause du manque de preuves et de problèmes méthodologiques. 90% au moins des méta-analyses Cochrane sur les thérapies complémentaires finissent comme ça, sans conclusion. Il y a parfois des méta-analyses qui arrivent à conclure. Et on se retrouve dans une situation un peu paradoxale où on a des méta-analyses redondantes qui sont supposés évaluer la même chose, avec le même set d'essais au départ, et qui aboutissent à des conclusions complètement différentes. Ça fait un moment que ça dure, et donc notre collègue Ezar Hens, qui a parlé ce matin, en 2005, il avait déjà fait des revues sur les manipulations vertébrales, sur l'efficacité des manipulations vertébrales sur la lombalgie chronique. Et il avait montré que sur les 29 revues systématiques qu'il avait trouvées, il y en avait 16 qui concluaient positivement avec une efficacité des manipulations vertébrales, 7 qui concluaient que les manipulations vertébrales n'étaient pas efficaces et 6 qui n'arrivaient pas à se décider. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il a montré que plus les méta-analyses incluaient des essais,
des essais de basse qualité, plus elles concluaient positivement. Et effectivement, mais on les comprend, les gens qui font les méta-analyses, ils se trouvent devant un dilemme, soit ils incluent tout, avec des essais de mauvaise qualité et des risques de biais pouvant conduire à la surestimation, soit ils incluent les essais de mauvaise qualité, mais ils arrivent à exclure 90% des essais, ce qui n'a plus de sens non plus. Donc on est dans une situation aujourd'hui où, à cause de la mauvaise qualité des essais, les méta-analyses, elles n'ont aucun sens. On ne peut rien en tirer. Ça, j'en parlerai plus tard. Donc, est-ce que ça veut dire que l'évaluation des médecines complémentaires n'est pas possible? Non, pas du tout. Jusqu'à maintenant, je vous parle de qualité. Il n'y a pas de raison de faire des essais de mauvaise qualité sur les médecines complémentaires. Elles méritent des essais de bonne qualité et il n'y a aucune incomptabilité entre une thérapie et le fait de faire une randomisation qui soit une vraie randomisation ou le fait de suivre les sujets, d'écrire le nombre de sujets ou de faire des tests statistiques adéquats. Ça pose absolument aucun problème. Donc faisons-les et faisons-les dans les règles de l'art. Il y a d'autres choses qui posent des problèmes et qui méritent des adaptations. Mais en fait, ces adaptations, elles existent, et elles existent depuis longtemps, elles sont tout à fait rigoureuses. C'est ce que j'aime appeler les faux problèmes. Il y a beaucoup de thérapeutes qui pensent, en toute bonne foi, que l'inclusion des patients doit être basée sur une classification des maladies qui est conforme à la médecine traditionnelle, et, mettons, en médecine chinoise, c'est une classification qui ne leur correspond pas. Et donc, ils disent, c'est pas possible, on ne peut pas faire d'essai avec ça parce qu'on inclut les patients sur un diagnostic qui n'est pas le nôtre. En fait, non. On peut tout à fait utiliser des critères d'inclusion qui sont pragmatiques. Et, par exemple, on peut utiliser comme critère d'inclusion non pas un diagnostic hyper pointu de la médecine conventionnelle, mais un motif de consultation. Et les motifs de consultation, ça sont les mêmes. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut par exemple, ça c'est un essai de 2003, les critères d'inclusion, c'était les patients éligibles étaient des adultes consultant à l'unité de prise en charge de la douleur de l'Institut Gustave Roussy pour le traitement de douleurs neuropathiques chroniques survenant après un traitement de cancer. Bon, à la limite, il y a le neuropathie qui pose problème, mais ces patients souffrant de douleur, ça c'est un critère d'inclusion qui est légitime et qui est commun aux médecines traditionnelles et aux médecines non conventionnelles. Autre faux problème. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé et ce matin et cet après-midi, c'est les préférences des patients. C'est vrai qu'il y a eu des essais où les préférences des patients étaient tellement fortes vis-à-vis du bras des médecines non conventionnelles que tous ceux qui étaient randomisés vers le bras contrôle partaient de l'essai. Et du coup, ça, on en a parlé, ça met en l'air tout l'essai. Sauf qu'il y a des moyens. Comme le disait Bruno ce matin, un des moyens, c'est d'expliquer longtemps aux patients, que si on veut pouvoir évaluer et convaincre, il faut accepter la randomisation. Un autre moyen, qui est de plus en plus répandu, il faut avoir de l'argent. Par contre, c'est un moyen qui est simple, mais il faut de l'argent. C'est de dire aux patients, voilà, vous avez une préférence, et on vous met là où vous voulez. Donc, on vous met dans le bras médecine complémentaire ou on vous met dans le bras contrôle. Par contre, si vous n'avez pas de préférence, là, on vous randomise et vous entrez dans l'essai clinique randomisé. Ça veut dire qu'on suit plus de patients, forcément, parce qu'il y a tous ceux qui échappent à l'essai clinique. En attendant, ceux qui rentrent dans l'essai, a priori, ils accepteront la randomisation et y resteront. Dernier faux problème, et c'est le plus répandu, on entend dire que le traitement, dans un essai clinique randomisé, le traitement doit être identique à tous les patients, alors que les thérapies alternatives impliquent un traitement flexible et individualisé. Pourquoi c'est un faux problème? Parce qu'on peut très bien faire des essais pragmatiques, et les essais pragmatiques, ça fait longtemps que ça existe. On peut faire un essai pragmatique où l'intervention, elle est telle qu'elle, parce que l'objectif de l'essai pragmatique, c'est d'interférer le moins possible avec les soins habituels. Ça n'a pas de sens d'évaluer une intervention qui n'est pas celle qui est faite en pratique clinique. Donc, dans un essai pragmatique, un traitement standardisé n'est pas nécessaire si ce n'est pas la pratique réelle. Par contre, et là c'est compliqué, et c'est là où les techniques, notamment qualitatives dont on a parlé tout à l'heure, sont importantes, il faut décrire cette intervention. Il faut la décrire, et il faut décrire chaque composante de l'intervention et comment on l'adapte à chaque patient. Et il faut homogénéiser l'arborescence décisionnelle.
Ce qui ne veut pas dire standardiser, c'est complètement différent. Homogénéiser l'arborescence décisionnelle, c'est-à-dire que tout le monde se mette un peu d'accord, se réunit, se met d'accord pour dire, ben voilà, si mon patient, il a, mettons l'acupuncture, tel aspect de la langue, tel pouls, avec le corpus de la médecine en question, il a tel profil, on va utiliser ce genre de point. S'il a tel profil, on va utiliser ce genre de point. Et essayer d'écrire comment on décide, quel point on fait à quel patient. Et à partir du moment où ce que vous faites est reproductible, il n'y a pas de problème, c'est un essai pragmatique. Et les essais pragmatiques, c'est tout à fait rigoureux et c'est tout à fait reconnu. Et comme on en a parlé tout à l'heure, il faut par contre aussi des contrôles qualité pour vérifier que les praticiens ils font bien ce qu'ils ont dit qu'ils faisaient. Alors l'insu, ça c'est la grande discussion. C'est vraiment le point d'achoppement où les méthodologies se battent avec les gens qui font des thérapies non conventionnelles. Est-ce que c'est possible de réaliser une intervention placebo ? Une intervention placebo qui par définition doit être indistinguable du traitement réel et qui ne doit pas causer de réponse physiologique. On va dire que c'est possible dans certains cas. Dans tout ce qui contient une substance, qu'elle soit médicamenteuse ou pas. Par exemple, l'aromathérapie, l'homéopathie, tout ce qui passe par un support, on peut faire un support placebo. En acupuncture, on peut aussi faire de l'acupuncture placebo par différents moyens, soit en simple aveugle, c'est-à-dire que le thérapeute sait s'il fait de l'acupuncture placebo ou de la vraie acupuncture, mais le patient ne sait pas. L'acupuncteur, il va piquer en dehors des points, par exemple, ou alors il va piquer de façon très superficielle. Le top du top, de point de vue méthodologie, c'est l'aiguille placebo. Alors, c'est le petit schéma que je vous ai mis. En fait, c'est des aiguilles qui sont à l'intérieur d'un tube métallique opaque. La vraie aiguille, elle est pointue, ce qui fait que quand l'acupuncteur va presser dessus, il va piquer, l'aiguille va rentrer dans la peau. La fausse aiguille, elle n'est pas pointue et en plus, il y a de la mousse tout au bout. Ce qui fait que l'acupuncteur, quand il appuie sur son aiguille, il a sans une résistance qui est la mousse, il a l'impression qu'il pique. Le patient, il va sentir l'aiguille, même si elle a un bout émoussé à travers la mousse, et il va croire qu'il est piqué. À condition, bien sûr, de prendre des patients qui n'ont pas l'habitude de l'acupuncture et qui ne vont pas être capables de savoir si c'est comme d'habitude ou pas. Donc ça, c'est possible. En chiropractique, en ostéopathie, ça commence à être compliqué de faire des manipulations factices et on peut toujours imaginer des manipulations en d'autres sites où qu'on pas la puissance ou la vitesse nécessaire pour être utile. En hypnose et en méditation, ça commence à être la quadrature du cercle. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas la bonne question, ça. Il ne faut pas qu'on se demande si l'insu est réalisable ou pas. Il faut qu'on se demande s'il est utile ou s'il n'est pas utile. Et ça, c'est une question qui est bien plus complexe. Et je pense que la réponse, elle dépend de ce qu'on veut mettre en évidence. Soit on veut montrer que le traitement bénéficie au patient, et on n'a pas besoin d'un placebo pour ça. Soit on veut montrer que le traitement a une action thérapeute au-delà des effets psychologiques et qui passe par la théorie sous-jacente à la médecine en question, et là on a besoin de placebo. Donc je vais m'appesantir un petit peu là-dessus, parce que c'était un peu le sujet du débat de ce matin. Et voilà, donc je vous ai fait des petits schémas. Comme l'a dit Bruno, qu'on cite beaucoup cet après-midi, le concept du placebo, il vient du monde du médicament et il vient de l'idée que pour être efficace, pour être bien, une thérapie ou un médicament, elle doit passer par la biologie, que tout ce qui est psychique n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est physiologique ? C'est ce qui est induit dans le monde du médicament, ce qui est induit par la molécule sur l'organe. Qu'est-ce qui est psychologique ? C'est la foi que le patient a dans le traitement, c'est le temps, interaction thérapeute-patient, c'est l'effet, je suis dans un essai clinique randomisé. Mais finalement, ce qu'on appelle psychologique, c'est quand même la libération d'endorphines. Parce qu'on sait que les placebos, ils font libérer des endorphines au sujet. Et ça, c'est de la biologie. Qu'est-ce que l'endorphine, sinon de la biologie ? Donc on est déjà quand même pas complètement clair sur ce qu'on dit, en disant que le placebo, c'est que du psychologique. Maintenant, comment on peut projeter ce modèle-là dans le monde des thérapies qui n'utilisent pas des médicaments ? Ça devient un peu plus difficile. Si on prend l'exemple de l'acupuncture,
Qu'est-ce qui est physiologique? Alors, si j'en crois les puristes, ce qui est physiologique, c'est quand je pique mon aiguille dans un point sur un méridien, dans un point qui est impliqué dans ma théorie qui va soigner le patient. Qu'est-ce qui est psychologique? C'est la poncture superficielle, c'est le diagnostic chinois, c'est piquer en des points qui ne sont pas sur les méridiens, et tout ce qu'on a déjà vu avant, la fois que le patient est dans le traitement, etc. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça psychologique? Est-ce que ça a du sens de dire que piquer en dehors des points, mais l'acupuncture, c'est du psychologique? On est encore plus qui ne va plus du tout. Donc, ce qu'on commence à faire, c'est plutôt que parler d'éléments actifs et de placebo, on va parler d'effets spécifiques et d'effets non spécifiques. Et là, ça devient plus raisonnable. Qu'est-ce qui est spécifique? C'est tout ce qui est caractéristique de l'intervention. Donc, qu'est-ce qui est caractéristique de la médecine chinoise? C'est la poncture profonde sur les points d'acupuncture, mais c'est la poncture tout court, parce que finalement, il n'y a pas tant de ça de thérapie qui utilise de la poncture avec ce genre d'aiguille. Donc, c'est spécifique. Piquer, même en dehors des points, c'est spécifique de la médecine chinoise. Le diagnostic, lui aussi, il est spécifique. C'est quelque chose de très particulier. À ce sujet, il y a une étude qualitative très intéressante qui a été demandée à des patients qui avaient vu un acupuncteur. Pourquoi ils trouvaient l'acupuncture, qu'est-ce qui était différent dans la thérapie, dans l'acupuncture, par rapport à la médecine conventionnelle? Et qu'est-ce que vous pensez qu'ont répondu les patients? Les piqûres? Pas du tout. C'est rarement évoqué, la piqûre. Ce que les patients répondent, ce qui est différent, c'est l'anamnèse. Pas avec ce mot-là, mais c'est tout le début, c'est les questions qu'on me pose. Et les patients disent, voilà, les questions, elles sont complètement différentes. On n'investigue pas seulement ma douleur, mon organe. Et moi-même, je suis différent. Et ça, c'est super intéressant. Ils répondent, je suis différent parce que quand je vais voir mon médecin généraliste ou mon spécialiste, eh bien, je ne lui parle que de ma pathologie. Je me suis moi-même éduquée à ne lui parler que de ma pathologie, alors que je vais parler du reste, du contexte, quand je vais voir mon acupuncteur. Donc, si on écoute ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le diagnostic, il est caractéristique de la médecine chinoise. Ou des autres, parce que c'est à peu près la même chose sur les autres médecines complémentaires. On peut très bien imaginer que ce diagnostic, il a un effet par lui-même. Parce que, en parlant de ce qui se passe, je fais des hypothèses, le patient prend conscience de certaines choses qui accentuent ou empêchent l'amélioration des symptômes, et qu'à travers cette discussion, il va mettre le point là-dessus et il va modifier son comportement. Donc à partir du moment où c'est actif et spécifique, on les met dans les éléments spécifiques. Par contre, si vous comparez l'acupuncture telle qu'elle avec une acupuncture factice, si vous faites la différence entre les deux essais, ce que vous verrez, c'est ce que j'ai entouré en rouge, c'est uniquement l'effet de la poncture profonde sur les points, et rien d'autre. Donc vous sous-estimez complètement l'effet, parce que vous n'estimez qu'une toute petite partie de l'effet. Dernière chose, les critères de jugement. Est-ce qu'ils doivent être les mêmes en médecine conventionnelle et en médecine non conventionnelle? On va reparler de la patiente de ce matin qui est venue nous voir. Rappelez-vous ce qu'elle a dit quand elle a dit qu'elle avait commencé à aller voir, à aller voir des gens qui faisaient des médecines complémentaires. À aucun moment elle a dit qu'elle avait été soignée. À aucun moment elle a dit que ses symptômes avaient disparu. Ce qu'elle a dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, son esprit avait dominé son corps au lieu que ce soit son corps qui domine son esprit, et qu'elle avait appris à vivre avec sa maladie. Donc mettons cette patiente dans un essai clinique randomisé. Si on considère que c'est la disparition du symptôme, le critère de jugement, et cette patiente-là, elle a un échec. Si on lui demande quelle est sa qualité de vie et quel est son vécu de sa maladie, cette patiente, elle est en réussite. Donc non, je ne pense pas que les critères de jugement doivent être forcément les mêmes, et je pense qu'on doit utiliser des critères de jugement centrés sur le patient. En particulier, ça a été mis en évidence par Julia Guéguen qui travaille chez nous. Elle a fait une revue mixte sur hypnose et accouchement, et elle a montré que la majorité des essais cliniques qui avaient évalué l'efficacité de l'hypnose sur la douleur, comme critère de jugement principal, ils utilisaient le recours à la péridurale.
Il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Par contre, il y a des études qualitatives qui ont pointé, qui ont interrogé les patientes qui ont vécu l'hypnose, et les patientes, elles ont dit, bah, moi j'ai eu un vécu, l'accouchement qui a été positif, j'ai maîtrisé ma douleur, je me suis sentie active dans mon accouchement. Et donc, après, il y a eu un essai clinique qui a utilisé ce critère-là comme critère de jugement, c'est-à-dire quel est le vécu de votre accouchement. Et là, il y a eu une différence très claire entre l'hypnose et le groupe contrôle. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous incite à lire la littérature sur les GERAC, qui sont des essais de grande qualité, qui ont été faits par les Allemands et financés par les organismes d'assurance. Hop. Pour finir, je vais vous dire que les essais cliniques, c'est bien, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire, parce que, comme le disait Ernst ce matin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des problèmes avec des effets secondaires, et que ces effets secondaires, il faut les mesurer. Ce n'est pas parce qu'on a des médecines complémentaires qu'on doit oublier les effets secondaires. Et ça, les essais cliniques, ils ne permettront jamais, ils n'ont pas la puissance nécessaire de tester quelle est la prévalence de ces effets secondaires et les comparer à ceux des médicaments. Donc voilà, bon, j'ai fini et je voudrais remercier toute l'équipe. Juliette Guéguin, Soumaya Benkieder, Rodolphe Alissard, Manel Elbari, Tiffany Belgi, Catherine Hill et Christine Asler, qui ont participé à cette réflexion et à ces recommandations.